Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Trust the process. Trust the process. Épisode 19 de Processus. Le beau Simon Boisvert en turquoise. Son équipe préférée, les Sharks de San Jose. Allô, Simon? Salut, Mathias. Notre cher Pag, comment vas-tu? Ça va pas pire. Pas pire, hein? T'es un petit peu congestionné, là. Voilà. On sait pas trop si c'est la saison des allergies ou si j'ai roulé trop longtemps les fenêtres baissées, mais une chose est sûre, si j'avais roulé trop longtemps la fenêtre baissée, c'est parce que j'avais magasiné sur CarGurus! Trouvez la bonne voiture au bon prix grâce à notre vaste sélection d'évaluations et d'avis impartiaux sur les concessionnaires. Commencez votre recherche sur cargurus.ca. On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique, ainsi que le complexe JC Perrault pour tous les meubles. Vous pouvez encourager l'OBNL du complexe JC Perrault qui supporte la persévérance scolaire chez les jeunes en louant une des deux glaces à Saint-Roch-de-l'Achigan. Crime, on dirait que ça roule mieux quand tu parles du nez. Faudrait que tu sois malade plus souvent, Pag. Cette semaine, on part ça, on prépare l'échange avec un grand E du Canadien de Montréal. Là, on le sait, en 2022, Kirby Dach, pour un choix de premier et troisième tour. Oui. Alex Newhook, choix de fin de premier tour, choix de deuxième tour. On est en 2024. On sent là, que Kent Hughes essaie de nous chatouiller un peu. Il est fort probable que le Canadien fasse un autre échange de ce type-là. Et Simon, je t'ai demandé de travailler ce week-end à essayer de voir quelles seraient 5 cibles pour le Canadien pour un échange de ce type-là. Oui. Bien, c'est ça. Moi, j'ai essayé de trouver des cibles, c'est-à-dire des joueurs qui sont peut-être sous-utilisés ou mal aimés dans la formation actuelle, ce qui était le cas de Dach et Newhook. Exactement. Et non pas, disons, un gars comme Martin Necas, qui, lui, premièrement, rentre pas vraiment dans ce créneau-là parce qu'il gagne plus cher et il n'est pas nécessairement mal aimé, c'est juste qu'ils ont des problèmes de plafond salarial et il coûterait beaucoup plus cher. Parce que dans la liste que j'ai faite, j'ai pris des joueurs qui, d'après moi, ne coûteraient pas les yeux de la tête et ne coûteraient pas un joueur nécessairement actuel de la formation ou un top espoir. Bon. Vas-y. Bon. Alors, sans ordre précis, là, je vais y aller avec mon premier, Alexander Holtz, des Devils. Tu vois, Alexander Holtz, c'est un ailier droit. Il a marqué 16 buts cette année. C'est la première saison complète qu'il joue au New Jersey. Il a joué les 82 matchs. Mais j'ai l'impression que ce gars-là, on attendait trop de lui. 7e au total. Oui, ouais. C'est un bon marqueur, mais moi, j'ai jamais vu en lui nécessairement une locomotive. Puis quand tu repêches un joueur 7e au total, tu t'attends pas nécessairement à un joueur de concession, mais tu t'attends à un joueur peut-être qui tire un peu plus un trio que ce que Alexander Holtz peut faire. Alors, est-ce que Alexander Holtz nécessairement va être un... Là, il y a un nouvel entraîneur, Sheldon Keefe. Je ne sais pas si ça va être un préféré de Holtz, mais je trouvais que ça pouvait être une cible. Ça vaut au moins un coup de téléphone. Je pense que Holtz n'est pas un favori de l'organisation du Canadien, je pense. OK. On va voir, mais je peux te dire que je pense pas que Montréal se déshabille pour aller chercher Holtz. OK. Puis d'ailleurs, tu sais, au New Jersey non plus, on ne trippe pas tant là, sur Holtz. Mais quand même, bien joué, ça rentre dans la braquette. Oui. Mon deuxième choix, en fait, il y a 2 joueurs des Sabres de Buffalo. Oui. Pourquoi les Sabres de Buffalo? Parce que les Sabres de Buffalo, ils ont un paquet d'attaquants, là, puis là, il y a un goulot d'étranglement. Oui. Il y a beaucoup de joueurs semblables. On a besoin de défenseurs, bien qu'on ait un super Big Three en ce moment. On a besoin de défenseurs 4-5-6. Et la banque d'espoir de ce côté-là n'est pas très, très garnie, à part Ryan Johnson. Donc, moi, j'avais pensé à 2 joueurs. Le premier, Peyton Krebs. Oui, que tu aimes beaucoup. Tu as que toujours j'ai toujours aimé. Peyton Krebs est parti d'un joueur extrêmement créatif dans le junior à, je dirais, un joueur d'énergie dans la Ligue nationale.
J'ai quand même l'impression que ce gars-là est sous-utilisé selon son potentiel. Je vois encore en lui un joueur de troisième trio capable de mettre des points au tableau. Alors lui, c'est le genre de gars, évidemment, que je ne me déshabillerai pas pour lui, pour employer ton expression, mais probablement que j'offrirais le choix de fin de deuxième ronde du Canadien, Bon. qui est 67e. Okay. Je ne sais pas si ça serait suffisant. À la rigueur, s'ils veulent ajouter un espoir, mais sûrement pas un des meilleurs défenseurs là, du Canadien. Bon. Je suis encore sur mon appétit, mais je sens que ça va s'améliorer. Le suivant de Buffalo, j'ai Jack Quinn. Bon, est-ce que Buffalo veut nécessairement échanger Jack Quinn? Je ne sais pas. Mais encore là, à un moment donné, il va falloir qu'ils donnent quelque chose pour obtenir quelque chose. Ouais. Ils l'ont fait avec Middlestat et Byram. Et j'ai l'impression que ce n'est pas terminé avec Mathieu Savoie qui s'en vient, avec Zach Benson qui est déjà établi. Donc, peut-être que Quinn, tu vois, Quinn a eu une grave blessure l'année passée. Ouais. Je ne sais pas si on perd confiance en lui. Mais lui, certainement, moi, je serais prêt à donner le premier choix de Winnipeg ou un jeune défenseur. OK. C'est un joueur de qualité. Oui. Je ne sais pas si les Sabres sont... y a-t-il beaucoup de droitiers, eux, à Buffalo? Oui, c'est ça. Tant, C'est toujours... Non, pas tant. Alors, écoute, en fait, comme je te dis, je lance un peu des dards, mais j'essaie d'être réaliste. Oui, parce qu'il n'y en a pas 1000 non plus, là. C'est ça. Il y en a pas 1000, alors je creuse. Puis j'essaie de trouver des joueurs qui peut-être n'ont pas performé comme on s'attendait, pour toutes sortes de raisons. Bon, le suivant, qu'on voit dans les séries en ce moment, qui commence à être pas mal meilleur que ce qu'il a montré dans les 2 dernières années, c'est Dylan Holloway. J'aime bien. Dylan Holloway, ancien coéquipier de Cole Caulfield au Wisconsin pendant 1 an. Ça, vois-tu, c'est un joueur, d'après moi, qui a le potentiel pour le milieu d'alignement. Peut-être pas un super joueur offensif, peut-être pas aussi bon en offensive qu'on l'aurait cru au moment de son repêchage. Alors lui, tu vois, je serais prêt peut-être, là, soit mon deuxième choix avec un espoir, mais pas nécessairement un top espoir. Là. Je dis pas, mettons, Joshua Roy ou un joueur comme ça, mais peut-être quelqu'un de moindre. Ou carrément, 1 contre 1, le premier choix de Winnipeg, le 26e choix. Moi, je pense que Dylan Holloway établi vaut autant qu'un d'or que tu lances au 26e rang. Oui. Mais là, tu vois, il a joué par moment sur le deuxième trio. Avec Evander Kane et Draisaitl. Il est bon en échec avant. C'est un joueur intéressant. Là, il commence à... Et le Canadien a besoin de ces joueurs-là. Mais il commence à plaire aux Oilers aussi. C'est ça qui arrive. Alors peut-être qu'il est trop tard. Bon. Un autre, ça, je ne sais pas si c'est le genre de joueur qui plairait aux Canadiens, mais qui a l'air d'avoir été un petit peu rejeté par son équipe l'an dernier. On l'a cédé aux mineurs durant la saison après une belle première campagne. Philippe Tomasino de Nashville. Philippe Tomasino est capable de faire des jeux spectaculaires. Il est capable de la mettre dedans. On lui reproche son manque d'implication. Alors, je ne sais pas si ça serait vraiment un joueur qui plairait au CH, mais les aptitudes sont là, le talent est là. Et encore là, lui, je pense que c'est un gars qui pourrait certainement jouer au milieu de l'alignement, peut-être même un deuxième trio. Lui, qu'est-ce que je donnerais pour? Encore là, le deuxième choix et un espoir, mais pas un espoir de premier plan. Est-ce que ça serait suffisant? Ça va dépendre de comment Barry Trotz le considère. Trotz est arrivé en poste l'année passée comme directeur gérant. Il l'a envoyé aux mineurs pour une bonne partie de la saison. Alors peut-être que Tomasino ne rentre pas dans la philosophie des Preds. J'ai volontairement omis Trevor Zegras. J'ai volontairement omis parce que je ne trouve pas nécessairement qu'il cadre parfaitement avec le Canadien. Mais même si on voulait l'obtenir, Trevor Zegras coûterait plus cher que les gars que je viens de nommer. D'après moi, à cause de ses saisons de 60 points et de la réputation qui le suit et du fait qu'Anaheim, directeur gérant, semble un fin négociateur aussi. Sais-tu quoi? Je suis content de t'avoir fait faire cette recherche-là. Puis je connaissais pas les résultats, mais j'en viens à la conclusion que ça va être difficile de faire un échange à la... Dark, ils ont quand même payé pas mal, là, un 13e au total. Puis, et dans ces joueurs-là, je pense pas que le Canadien s'améliore vraiment. Moi, je pense que si on veut s'améliorer à l'attaque, il va falloir frapper un grand coup. C'est ça ma conclusion. Je pense que Quinn pourrait performer. Mais je pense que Buffalo ne le laissera pas aller. C'est ça. Mais je pense que dans les 5, je pense que c'est Quinn qui est le plus... Parce que je pense qu'un Nekash, je ne sais pas si ça peut fonctionner, ou un Zegras. Si le Canadien veut s'améliorer, soit ça va être avec son premier choix cette année, puis on va l'attendre au moins 1 an ou 2, ou on frappe un grand coup puis on paye cher.
Oui, c'est-à-dire un top espoir. Est-ce que vous pensez, dans le cas de Zegras, que le séjour qu'ils ont vécu ensemble, Caulfield et lui, récemment, ça peut jouer dans la balance, en ce sens que Caulfield pourrait passer un bon mot à Kent ou quoi que ce soit? Ben, tu sais, des amis qui se tiennent ensemble dans le hockey, c'est normal, hein, c'est un petit monde. Ouais. Je pense pas nécessairement que ça puisse avoir une grosse influence parce que le Canadien voit jouer Zegras dans la Ligue nationale depuis quelques années. Ils ont leurs informateurs internes aussi. Ils ont leur opinion de joueur, moi, je suis pas mal sûr. Alors, non, je pense pas que ça puisse avoir une grande influence. Ma question, c'est plutôt par rapport à son attitude. Tu sais, on a souvent critiqué ou soulevé une interrogation par rapport à ça. Est-ce qu'ils peuvent l'interroger, Caulfield, en se demandant est-ce qu'il a changé ou quoi que ce soit comme ça? C'est possible. Caulfield va parler en faveur de ses pas. C'est normal, il n'est son pas ami. objectif, là. C'est ça, c'est son ami. Ouais. Mais il y a eu une bonne fin de saison, Zegras. Oui. Il y a quand même un bon noyau. Tu sais, on ne demanderait pas à Zegras d'être le leader principal comme il a eu à le faire en début de carrière à Anaheim. Moi, c'est drôle, hein? J'ai un feeling qu'ils vont essayer pour Zegras. OK. Ouais. Mais c'est... Puis en plus, à la lumière de ce que tu me dis, il n'y a rien qui me rend... Ben, comme je te dis, moi, Quinn, je serais vraiment surpris que Buffalo le laisse aller, étant donné que c'est un rare droitier aussi. J'ai comme un feeling qu'on va peut-être y aller, puis je sais que tu l'as mis volontairement à cause que ça va coûter cher. Oui, c'est ça. Mais j'ai l'impression, moi, que Zegras, on va l'essayer. Écoute, ça dépend ce qu'on donne pour. Ouais. C'est quoi les premières demandes, à votre avis, qu'Anaheim va faire pour... Première demande, ils vont s'essayer avec le 5e au total, ce que le Canadien va dire non. Après ça, ça peut s'en aller où? Logan Mayou? Et autre chose, est-ce que ça peut être... autre chose, oui. Est-ce que ça peut être le choix de premier tour de Winnipeg et le choix de premier tour de Calgary/Floride, qui devrait être un choix de fin de premier tour aussi? 2 choix de fin de premier tour, moi, j'aurais pas de problème avec ça, là. Ouais. Toi? OK. Faut que j'y pense. Faudrait que j'y pense. Bon. Ouais. Écoute, ça s'en vient. On va essayer de continuer à... Là, on défriche, là. On essaie de voir ce qu'il y a disponible. Est-ce que Necas, toi, l'aimes-tu, Necas? Oui. Mais est-ce que je l'aime à ce prix-là? Au point de vue contrat, au point de vue durée du contrat et au point de vue ce qu'on donne en retour. Puis là, il faut que tu le mettes sur la première unité de supériorité numérique, sinon son père va débarquer. Ouais. Puis là, tu sais, tu as déjà tes gars en supériorité numérique, là. Regarde, il va y avoir un nouveau directeur gérant en Caroline. Ouais. Mais je Ben, crois qui est que déjà là, ouais. Mais que le propriétaire a l'air à tirer beaucoup les ficelles là-bas. C'est un petit peu lui, le directeur gérant de facto. Ouais. Necas, écoute, c'est sûr que ça améliorerait le top 6 du Canadien. Oui. Mais déjà, ça Mais là, est-ce qu'il va demander combien? 8 au moins. 7-8 millions pendant 8 ans? Facile, c'est ce qu'il va demander. Tu sais, oublie pas que le Canadien, à un moment donné, là, ça a l'air beau en ce moment, là. Mais à un moment donné, la feuille de paie du Canadien va monter. Ouais. Tu sais, on a déjà 2 joueurs à presque 8 millions. Ouais. Caulfield, Suzuki, il va y avoir Slavkovski qui va suivre. Ouais. Là, qu'est-ce qu'on fait après ça? Le premier choix de cette année, Ryan Backer. Tu sais, je sais que le plafond va monter. Ouais. Je sais qu'il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Il y a des contrats qui vont expirer. Gallagher, Price, quoi qu'il lui, s'il est sur la liste des blessés. Mais enfin, écoute, je dirais pas non pour Necas, mais encore là, ça serait à voir les demandes salariales et ce que Caroline demande en retour. Et rappelons-nous qu'avec Dark et Newhook, Kent Hughes a réussi à les mettre sous contrat à très bon prix. Oui, sauf qu'ils n'avaient pas la carrière de Necas. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que ça va être intéressant. On va continuer d'ici le repêchage là, à explorer toutes les pistes possibles parce que c'est sûr que le Canadien explore les pistes lui-même. Parle-moi donc, Simon, s'il te plaît, la semaine dernière, on a annoncé la Coupe Mémorial. Ouais. On avait des joueurs à surveiller pour le repêchage. Quelles sont tes observations jusqu'à maintenant? Ben, mes impressions, c'est que, comme prévu, les Knights de London sont très forts. Ça demeure quand même un tournoi round-robin. Alors, il s'agit, exemple, pour les Vultures de Drummondville, s'ils battent Moose Jaw, ils se retrouvent quand même en demi-finale. Ouais. Ils ont fait une belle lutte à Saginaw hier. Ouais. Alors, ils peuvent gagner ce match-là et se rendre à la finale. Sauf que je ne pense pas qu'on va toucher aux Knights de London. Dale Hunter, depuis 25 ans, avec son frère, a monté une grosse machine de hockey, ce qui est très difficile dans le hockey junior à faire. Et cette année, je crois que l'équipe, sans être un classique, là, sans être une des grandes équipes juniors de tous les temps,
c'est quand même une équipe qui est extrêmement solide à tous les points de vue. Et puis, je pense que London va gagner la série. Parle-moi des joueurs qui nous intéressent. Oui, il y a 2 joueurs qui nous intéressent. Bien, en fait, 3. Ouais. Un espoir du Canadien, Owen Beck, qui joue pour Saginaw. Owen Beck, il est Owen Beck. Est excellent défensivement. Ouais. Là, c'est sûr qu'offensivement, cette année, il a bien produit. Mais, tu sais, j'ai souvent dit, 19 ans dans le junior, c'est normal qu'un gars produise. C'est le contraire qui est vraiment surprenant. Mais Owen Beck ne démontre pas, d'après moi, les qualités offensives, n'a jamais démontré les qualités offensives nécessaires pour être plus qu'un joueur de type défensif dans la LNH. 3e trio, je sais, extrêmement étonné. Il faudrait que le Canadien soit très faible pour l'avoir comme centre de 3e trio. Moi, je le vois plus comme un centre de 4e trio qui va avoir besoin d'1 an ou 2 à Laval. Et là, certains auditeurs vont se demander qu'est-ce qui fait que, à tes yeux, il n'y a pas le potentiel offensif pour réussir dans la Ligue nationale. Qu'est-ce que tu vois dans son jeu? C'est toujours la vitesse d'exécution. C'est toujours le genre de jeu qui sont faits. À chaque fois que tu regardes un joueur qui va faire un beau jeu ou un beau but ou une belle feinte, n'importe quoi, il faut toujours que tu te poses la question. Moi, je fais continuellement ça. Est-ce que ça va marcher dans la LNH? Est-ce que ça va marcher dans la LNH? Puis, de la façon que je vois Beck, je vois pas la rapidité d'exécution nécessaire pour que ça se transpose. Pourtant, à son premier camp d'entraînement, il avait été impressionnant en match préparatoire aussi. Je sais que c'était les premiers, mais à 18 ans, on l'avait trouvé bon. Les matchs préparatoires de la Ligue nationale, mais à 18 ans, quand même. On s'en fout. Écoute, le niveau de jeu est vraiment, vraiment faible dans le sens que tu as seulement la moitié des vétérans qui jouent. Ces gars-là, évidemment, ne mettent pas à fond la pédale. Et on a 8 ou 9 joueurs qui n'ont aucune chance de jouer dans la LNH dans ces matchs-là, dans chaque équipe. Alors, non. Les matchs de pré-saison, je te l'ai déjà dit, Mathias, ça ne m'intéresse pas. Okay. Donc, si je comprends bien, selon toi, Owen Beck, c'est un peu un profil à la Jake Evans. Oui. Un gars de 4e trio qui peut dépanner sur une 3. Ça, c'est le plafond. Ce qui est quand même correct pour un choix de pour deuxième un choix de tour. début deuxième ronde, c'est ça. Évidemment qu'on a laissé passer Tristan Luneau pour prendre Owen Beck, mais pour le rang de sélection de Beck, oui, il y a le profil d'un joueur choisi à ce rang-là. Et alors, dans ce sens-là, c'est très, très standard là, comme choix. Ça revient peut-être à ce que tu le dis souvent aussi, à compter de la fin de la première ronde, deuxième ronde, essayer de frapper des coups de circuit. Le Canadien a essayé de frapper un coup de circuit avec Lane Hutson en fin de deuxième tour. Oui. Et il va peut-être être, je peux te le dire tout de suite, sont déjà davantage récompensés avec un Hutson qu'avec un Beck. Fait que donc, ta stratégie est intéressante. Oui, c'est ça. Ah oui. Parle-moi donc des 2 défenseurs qui vont être disponibles là. Bon, Sam Dickinson, Zane Parekh. Ouais. Sam Dickinson, la valeur la plus sûre parmi les défenseurs. D'après moi, défenseur numéro 2 dans un club champion. Alors, je l'ai comparé une fois à Jay Bouwmeester à cause de son coup de patin absolument magnifique, son physique imposant, capable de jouer dans toutes les situations. Il n'y a peut-être pas le raffinement nécessaire à l'attaque pour être ce que je considère un super défenseur numéro 1, mais c'est quand même un gars qui est capable de se porter en attaque, qui pourrait peut-être jouer sur une deuxième unité d'avantage numérique, mais c'est tout le reste de son jeu qu'il va apporter. Moi, j'imagine ce gars-là jouer 25-27 minutes par match au mois de mai. Très important, les séries. Mais c'est ça. Numéro 2 dans un club champion. Tu l'aimes mieux que Goulet? Ben là, tu compares... Je compare quoi? Ben, tu compares 2 joueurs qui, au même âge, n'avaient pas le même potentiel. Caden Goulet n'avait pas le potentiel de Sam Dickinson. Okay. Et d'après moi, Sam Dickinson va devenir un bien meilleur joueur que Caden Goulet. Bon. Est-ce qu'il est aussi bon patineur parce que Bouwmeester, c'était tout un patineur? C'est dans ce genre-là. Oui. Bon. Plus ou moins que Ryan Backer, que tu projettes aussi comme un deuxième défenseur? Ça, c'est une bonne question, Pag. Je pense que Ryan Backer, peut-être un petit peu meilleur offensivement, mais dans le sens global du joueur, je prends Dickinson avant Ryan Backer. Tu vois comme c'est dangereux des fois de repêcher selon les besoins. Ouais. Tu sais, si ce gars-là est libre à 5, là, même si c'est un défenseur gaucher, je sais. C'est tentant pareil. Là, tu dis, là, on va avoir une défense exceptionnelle. Là. C'est très tentant. Puis l'attaque part de la défense. Oui.
Puis après ça, tu peux toujours faire des échanges. Regarde Anaheim qui a échangé Drysdale pour aller chercher Gauthier. Voilà. Colorado a échangé Byron pour aller chez Middlestat ou vice-versa. Middlestat pour Byron. Ouais. Ça me fatigue un peu, je t'avoue. Moi aussi. Parce que Dickinson, ça serait dur de passer à côté s'il est disponible. Tant qu'à aller chercher un Lindstrom. Ou un Higinla. Puis le Seneke. Barry Seneca, oui. Là, tu te dis, bon, si Dickinson est libre, c'est fatigant. Ouais. Moi, je peux te dire qu'il va être... ça va être mon premier défenseur sur ma liste. Oh! Oui, on va faire ça là, d'ici une couple de semaines. En ce moment, ça s'enligne pour le top 5, premier défenseur. Bon. Deuxième joueur, Zane Parek. Zane Parek a des statistiques ronflantes. 96 points dans la Ligue de l'Ontario à la défense, 32 buts. Bon, ma question est toujours, est-ce qu'il est si bon que ça offensivement? Ouais. Puis là, je vais peut-être te faire sursauter parce qu'il y a eu 96 points. Ben, c'est ça. Mais je trouve que, tu sais, le hockey, c'est un sport chaotique. Il faut que tu t'adaptes au jeu qui se déroule, mais c'est bon d'avoir un plan de match un peu. Puis je trouve que Parek n'est pas assez structuré. Tu sais, tu regardes des gars comme Quinn Hughes, Makar, Hiskanen, au même âge. Ces gars-là, ils prenaient la rondelle en arrière du filet, puis ils savaient déjà ce qu'ils s'en allaient faire. Zane Parek, je trouve que c'est un gars qui n'a pas trop de structure dans son jeu, mais en zone adverse, il est très dangereux. Là, la rondelle là, se retrouve sur son bâton, il fait des belles passes, il distribue bien le jeu. Mais ça, dans la LNH, là, ça va-tu marcher? Ça, c'est ma question. Je vois pas Parek, moi, comme nécessairement le dynamo offensif qu'il est dans la Ligue de l'Ontario, au point de vue statistique, dans la Ligue nationale. Parce qu'il y a quand même eu 2 bonnes saisons offensives. Il y a eu 2 très bonnes saisons offensives. Écoute, si tu regardes ça juste sur papier, 96 points pour un défenseur de la Ligue de l'Ontario. C'est hallucinant. Tu te demandes pourquoi il n'est pas choisi deuxième en arrière de Celebrini. Oui. Bon. C'est comme je te dis, il jouait pour un club pacté. Beaucoup d'occasions de faire des points parce que les gars à qui il remettait la rondelle faisaient des points. Je ne sais pas, Parek, comment il aurait figuré dans une autre équipe. Fait que c'est pas le Forrest Gump du hockey, là. Non. Que tu te dis, c'est tout croche, mais ça marche. Je sais pas. Écoute, il va falloir... En tout cas, je te dis pas qu'il est pas bon, je te dis pas qu'il est pas repêchable, mais c'est sûr qu'il est pas dans mon top 5, puis je suis pas sûr qu'il est dans mon top 10. OK, mais quand il est pas si loin. Oui, mais il va faire des jeux spectaculaires parfois qui vont faire bondir du siège les spectateurs. Mais encore là, il faut toujours regarder chaque jeu puis se dire, est-ce que ça se fait dans la LNH? Est-ce que ça se fait dans la LNH? Je sais, j'ai une obsession avec ça, mais qu'est-ce que tu veux? Mais c'est ça. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'on avait dit quand on avait revisité le repêchage de 2008. Eric Carlson, trouvais-tu qu'il y avait une structure? Ben, Eric Carlson jouait dans un calibre très différent. Ouais. Alors, il était plus dur à juger. Okay. Moi son jeu, le fait qu'il défensivement, il était très faible, comme Parek d'ailleurs. Ouais. Ça m'inquiétait un peu, mais honnêtement, Carlson, je te dirais qu'offensivement, il est quand même devenu meilleur que je pensais. Ouais. Beaucoup meilleur que je pensais. Puis, tu vois, il était sorti 15e, il n'était pas sorti top 5. Oui. Puis nous, si on en parle, c'est sûr que les recruteurs entre eux vont dire, ouais, Carlson, rappelez-vous. Oui, alors, ouais. d'après moi, Parek va sortir avant le 15e. Ah oui. Peut-être parce qu'on va justement se dire, ben c'est pas grave, les lacunes défensives. Tu sais, ça dépend toujours comment tu utilises un joueur, comment tu le caches, si on peut dire. Alors, tu sais, moi, j'aime les défenseurs offensifs. Je suis amoureux des défenseurs offensifs. Dans les années 80, j'étais le plus ardent défenseur de Paul Coffey, qui a à peu près tous les records. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait Rod Langway, un ancien du Canadien, qui avait gagné 1 ou 2 trophées Norris, alors qu'il avait une fiche offensive minable. Je pense que c'est un, ouais. Et à ce moment-là, je m'étais dit, comment un défenseur de 100 points peut ne pas gagner le trophée Norris alors qu'un défenseur défensif le gagne? J'étais outré. Aujourd'hui, je le serais encore outré qu'un joueur défensif gagne le Norris, mais je comprends un petit peu plus que ça prend un savant mélange des deux. Bien, ça prendrait 2 trophées. Le trophée Norris et le trophée Langway. Le trophée Langway, oui. Ben oui, parce qu'à un moment donné, il faut les récompenser aussi, ces défenseurs-là, qui sont bons défensivement. Si on donne le trophée Selke, on pourrait donner un trophée au meilleur défenseur défensif. C'est logique. Mais il faudrait faire attention que le défenseur défensif qui gagne le trophée ne soit pas nécessairement un gars complètement nul en attaque. Oui. On s'entend. Tu sais, c'est comme le trophée Selke. Mais tu veux 40 points et moins. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, tu sais, comme le trophée Selke, on le donne quand même à un joueur
qui a certaines habiletés offensives. Écoute, c'est pas Austin Matthews qui est parmi les... tu m'avais parlé d'un joueur à London, il me semble, là, dans tes temps 30. Sam O'Reilly. Oui, y a-tu des cartes cachées, là? Oui, Sam O'Reilly, c'est intéressant. Encore là, tu vois, je te dirais, profil Owen Beck dans le sens fin première, début deuxième. Ouais. Mais je crois qu'il y a un petit quelque chose de plus offensivement à donner. Alors, Sam O'Reilly, autant comme je vois Beck, 4e trio, je vois O'Reilly, 3e. Ouais. Alors, si tu me disais en ce moment, ben là, le Canadien n'a plus de choix en début de deuxième ronde. Non, ils l'ont donné, évidemment. C'est ça. Alors, O'Reilly va être parti. Mais au moins, ils ont Christian Dvorak. Oui. Et ils ont donné un choix de première aussi. Est-ce que ça vaudrait le 26e choix de Winnipeg? Je dis pas non, mais ça dépend qui est encore sur le board. Parce que tu sais, Mathias, il y a des joueurs qui vont dégringoler. Ah, c'est sûr. Alors, est-ce qu'O'Reilly vaut le 26e? Mais admettons que le Canadien choisit O'Reilly 26. Ouais. Bon, exemple. Moi, je pense qu'ils vont prendre Trevor Connolly 26, là, même. Ça serait merveilleux. Le billet de saison, je te l'ai dit. Ouais. Pas qu'ils ont besoin de ma clientèle avec la liste d'attente qu'ils ont, mais quand même. Ouais. Anyway, tout ça pour te dire qu'O'Reilly 20e, ça serait pas un mauvais choix, mais à ce moment-là, dès que Owen Beck démontre certaines qualités pour jouer dans la Ligue nationale, peut-être que Owen Beck peut devenir une monnaie d'échange parce que, comme je t'ai dit, c'est un petit peu un dédoublement de joueurs, je dirais, Ouais. mais O'Reilly, meilleur potentiel offensif. Puis Beck, en ce moment, a quand même une valeur parce qu'il a joué avec l'équipe canadienne junior, il est à la Coupe Mémorial. C'est ça. Il y a beaucoup de joueurs en ce moment, d'après moi, qui ont plus de valeur en ce moment qu'ils vont en avoir dans un an. Bon. C'est intéressant, ça. Peut-être que, tu sais, au repêchage, il y en a des fois ce type d'échange-là. Ouais. Peut-être qu'un directeur général aime Beck, il va dire, tiens, mon choix de fin de première, je vais le donner pour Beck. Et là, ben, tu as un atout de plus. Écoute, ça serait fantastique parce qu'on connaît le plafond de Beck déjà, tandis que le plafond du joueur repêché, on ne sait pas. Exactement. Tout à l'heure, les gars, Oui. juste pour revenir sur Beck, là, vous avez un peu comparé Beck avec Jake Evans en termes de potentiel, mais souvent, on a vu aussi Evans comme le successeur à Philippe Danault. Où est-ce que vous voyez qu'il se situerait dans cette comparaison-là? Là, tu viens de faire un sacrilège, là, de commettre un sacrilège. Ouais. Danault, là, ça te montre-tu comment Danault est sous-estimé? Non, mais moi, je suis dans les fervents défenseurs de Philippe Danault. Là. Je trouve que c'est une de nos plus grandes pertes des dernières années. Oui. Mais en tant que tel, ça a été véhiculé pas mal comme message. Pas mal? Ah oui? Oui, ça avait été véhiculé. Aïe, aïe, Oui, aïe. mais Écoute, souviens-toi, on t'a des années-lumière. Evans là. avait bien fini sa carrière collégiale. Ouais. Alors, il avait été un petit peu monté en épingle, Ouais. comme souvent les espoirs peuvent être montés en À épingle. ce moment-là, puis il a joué ben, une fois à Montréal, on a quand même rapidement vu qu'offensivement, c'est nul. Ouais. Danault, il était capable de produire offensivement, il est encore capable de produire. Là. Tout à fait. Fait que Beck est à des années-lumière de mais c'est bien que quand même que tu aies posé la question, Ouais. ça nous permet quand même d'aider. Ben, ça permet de montrer qu'il y a bien des espoirs montés en épingle avant qu'ils arrivent. Oui, c'est sûr. Ouais. Bon. Rapidement. Oui. Un échange qui a surpris le milieu du hockey. Ouais. Une transaction qu'on voit généralement au repêchage. Ouais. Les Blackhawks de Chicago qui ont décidé d'avancer de 2 rangs au premier tour, de 20 à 18 et de quelques rangs au deuxième tour. Et ils ont donné un choix de deuxième tour supplémentaire. Oui, ils ont donné le 61e choix. Ouais. Ils avaient 3 choix de deuxième ronde et ils sont avancés de 54 à 50 en deuxième ronde, ce qui est vraiment minime. Bon, est-ce que ça vaut la peine de donner un actif pour monter de 2 rangs? Moi, je pense que j'ai vu cette transaction-là de 2 façons. Une option, c'est que Chicago veut s'avancer davantage et le 18e choix, il est quand même un petit peu plus valable que le 20e. Parce qu'oublie pas qu'on arrive là, à la ligne là, 18-20, là, on arrive là, entre les très bons espoirs Ouais. et les peut-être. Donc, continuez à s'avancer. Continuez. Alors peut-être qu'avec ça, on peut s'avancer à 12, à 13. Puis tu donnes un 61. Oui, 61, ça peut te rapporter quelque chose, mais il en demeure pas moins que la valeur dans le repêchage est beaucoup plus grande entre 18 et 12, mettons. Ouais. Mais pour 2 rangs, j'ai trouvé que c'était Oui, mais quand même... d'après moi, il y a d'autres choses. Ou on convoite un joueur et l'équipe pour un échange et encore là, on essaie peut-être de monter de rang pour échanger ce choix-là contre un joueur. Ouais. Et la dernière option, d'après moi, mais qui est moins plausible, c'est qu'en ce moment, ils ont fait un repêchage simulé
Ouais. Ils ont 18 noms sur leur liste sur lesquels ils capotent. Et là, ils se disent, au 18e rang, on est sûr d'avoir ce gars-là. Je trouve ça de bonheur. Moi aussi. Pour donner un choix, parce que je te dis, ça, c'est vraiment la moindre possibilité. Parce que c'est le fun aussi d'avoir plusieurs dards. Si tu as 3 dards au deuxième tour... Mais ils en ont beaucoup, Chicago, là, quand même. Ouais, mais... Ils en ont beaucoup. OK. Alors, puis tu sais, entre 18 et 20, je dois dire, là, si tu regardes les repêchages passés, et que des fois, là, entre 18 et 20, là, à 18, il y a ce gars-là, à 20, il y a ce gars-là. La preuve, c'est qu'il y en a eu des échanges. Tu en as parlé tout à l'heure dans ta chronique, le fameux échange qui a été fait pour obtenir le gardien de but Cossa. Ouais. Pas Cossa, mais excuse, Wallstead. Ouais. Minnesota et Edmonton. Ouais. Alors, je pense que ça avait été une question de 2 rangs. Avec Martin, ouais. Oui, mais comme tu viens de dire, ces échanges-là, d'habitude, se passent le soir du repêchage. Ils vont peut-être lancer une nouvelle tendance. Ah. Parce que, tu sais, c'est le fun quand même d'avoir un peu d'audace. Carl Davidson, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si son plan va marcher, mais ça, c'est un directeur gérant, moi, qui me plaît énormément. Peut-être que dans 5 ans, je vais le traiter de tous les noms, mais pour le moment, Carl Davidson, moi, j'aime beaucoup, beaucoup sa philosophie. C'est drôle parce que Carl Davidson est dans l'actualité. Mike Grier en a planté Mike Grier depuis son arrivée à San Jose. Ouais. Quelle équipe tu prends Je ne sais entre pas. les deux? Je ne sais pas encore. Mais Greer, là, on l'a planté pour l'échange de Maillère. Ouais. Mais tu sais, ils sont allés chercher Mokamedouline, qui va être un défenseur, d'après moi, numéro 4. Ils sont allés chercher un premier choix qui est devenu Quentin Musty, qui a vraiment, d'après moi, s'il y avait un repêchage de 2023, il ne sort pas numéro 26. Il y a un deuxième choix qui s'en vient cette année. Et il y a également un autre actif qui avait été obtenu dans le cadre de cette transaction-là. Alors, tu sais, c'est Zetterlund. Ouais. Zetterlund qui a quoi, 20 quelques buts cette année? Ouais. Bon, 20 quelques buts sur le premier... écoute, Zetterlund, je ne suis pas en train de te dire que c'est un gars de premier trio, mais ça va être un bon joueur de milieu d'alignement qui a seulement 25 ans. Fait que l'échange n'était pas si mauvais que ça, surtout si tu considères la saison qu'a eu Maillère et le contrat qu'il a obtenu. Et là, tu as le 14e au total que tu as eu pour Carlson. Trevor Conley. Je me demande si je prends pas San Jose avant... Trevor Conley. Ouais. Ils vont prendre un défenseur sûrement, là, parce qu'il n'y en a pas. Probablement. Mais là, il s'agit de savoir. Ouais. Je me demande si je prends pas San Jose avant Chicago. Moi, si j'ai une équipe à cause de Celebrini? Celebrini, Will Smith. Oui, le centre, la ligne du centre, oui. Puis là, tu as évidemment Musty à l'aile. Mais sais-tu qu'est-ce qui serait merveilleux, Mathias? Ouais. C'est que dans 5-6 ans, puis je dis 5-6 ans parce que c'est long, les reconstructions. Ouais. Dans 5-6 ans, la demi-finale en mai 2030, Chicago-San Jose. Écoute, ça serait merveilleux. Tu perdrais connaissance. Ah, écoute, je prendrais un break du podcast pendant 2 semaines pour me remettre de mes émotions. Non. Mais moi, c'est drôle. Est-ce que j'étais tout seul ça m'est sauté à l'esprit que c'était probablement plus pour les Islanders qui voulaient se regarnir leur banque de choix? Ah, ben c'est sûr que... Parce qu'on a souvent parlé de leur pauvreté. Bon point. Oui, ben c'est un bon point. C'est sûr que c'est une transaction qui fait l'affaire des deux bords. Probablement que pour Lamoriello, ben, c'est 18 à 20, ça n'a aucune importance. Ouais. Mais le 61e choix, lui, il l'était. Ouais. Parce que c'est vrai que la banque des Islanders, en ce moment, est la pire de toute la Ligue nationale. J'aime mieux l'échange d'une perspective des Islanders que des Blackhawks. Écoute, en ce moment. On va voir la suite. On aura l'occasion de s'en reparler parce que je suis sûr que d'ici le 28 juin, on va avoir la réponse. Écoute, ça conclut un premier bloc bien rempli. On aime ça bien remplir notre premier bloc. Alors, voilà. Préfère, c'est grand. Que tu sois charpentier, agriculteur, plâtrier, infirmier, c'est chez Préfère que tu trouveras le plus vaste choix de vêtements, chaussures, équipements de sécurité et haute visibilité. Situé à Belleuil, sortie 109, autoroute 20 ou préfère.ca. Préfère, habiller les travailleurs d'ici. Le podcast Processus vous est présenté par CarGurus. C'est dur de savoir si vous achetez la bonne voiture au bon prix, mais pas quand vous achetez avec CarGurus. Nous vous donnons une vaste sélection de véhicules, des évaluations et des avis impartiaux sur les concessionnaires. Faites le bon choix et commencez votre recherche dès aujourd'hui sur cargurus.ca ou téléchargez notre application mobile. Comme à chaque semaine, tu nous présentes 3 espoirs et ça tombe bien parce qu'on vient de commenter l'échange des Blackhawks qui ont le 18e choix au total. Ouais. Les Islanders ont le 20e et j'ai l'impression que tes 3 joueurs, ça, c'est dans ces eaux-là. Là. Oui, pourraient même sortir avant, d'après moi. Parce que là, on se rapproche de plus en plus du top 10.
Le premier joueur dont je voulais parler, c'est un Norvégien, Mikael Brandseg Nygaard. On est à combien, là? T'en as fait combien, là? Ah, j'en ai fait, 18, je pense. 18, on est rendu si haut que ça? 18, je n'ai fait 18 ou 15 ou 18. OK, là. fait qu'on est autour de 15, vraiment, là, on est vraiment dans le top 15. Dans le milieu, 15. dans le cœur oui, de la ronde, là, ouais. Alors, Mikael Brandseg Nygaard, un Norvégien qui a joué cependant en deuxième division en Suède cette année. Ailier droit de 6 pieds 1, 198 livres. Né le 5 octobre 2005, donc il a raté le repêchage de l'an dernier par 3 semaines. Dans cette ligue-là, il a 41 matchs, 8 buts, 10 passes. 5 points en 5 matchs pour la Norvège au championnat mondial junior. A été utilisé évidemment sporadiquement parce que la deuxième division en Suède, ça demeure quand même une ligue professionnelle. Ouais. Ça, je pense que lui, c'est un gars qui est assez facile à projeter. C'est un joueur travaillant. Sa force, c'est son lancer, je dirais, et puis la vitesse à laquelle il décoche. Mais c'est pas un grand fabricant de jeu. Alors, travaillant, pas grand fabricant de jeu, bon lancer. Arthur Lekonen. Ben, ça sent le milieu d'alignement. Alors, pour moi, c'est un joueur, d'après moi, qui va sortir autour du 15e rang. Alors, une prise honnête, un choix qui risque pas de mettre dans le trouble un recruteur-chef. Mais pas nécessairement, mettons, on parlait de San Jose à 14. Si je suis San Jose, je vise d'autres gars que lui. On sait qui ton jupon dépasse. Mais... Oui. Mais c'est que tu me décris ce joueur-là, on dirait plus un joueur de repêché en fin de premier tour. Comment ça fait qu'il est évalué par... Puis je le sais, je vois les listes, là. Ouais. Pourquoi il est évalué si tôt, alors? C'est toi qui l'aimes moins? Ou... C'est peut-être moi qui l'aime moins. Oublie pas, à un moment donné, là, entre 15 et 25... Les listes varient beaucoup. Il est pas mal autour de 15. Il est pas mal. Ça, c'est les listes publiques. Ouais. J'aimerais ça voir les listes des équipes. Moi, j'ai la mienne. Comme je t'ai dit, joueur honnête, mais pas... tu sais, le fait qu'il soit un late aussi, qu'il y a eu un an de plus, moi, tu sais, j'ai un préjugé défavorable. Je me suis brûlé avec ça parfois. Ouais. Dont Austin Matthews. Exact. Mais disons que non. Alors, Brandseg Nygaard, pour moi, joueur honnête. Le plafond a été construit au-dessus de sa tête. Le plafond a été construit au-dessus de sa tête. Okay. Le suivant, c'est un défenseur droitier de l'Ouest canadien, Carter Yakemchuk. Qui est dans le top 10 de certains. Qui est dans le top 10 de certains. 6 pieds 3, 201 livres. Né le 29 septembre 2005. Alors, il a raté le dernier repêchage par 14 jours. Ouais. 66 matchs, 30 buts, 41 passes, 71 points. Alors, ça saute aux yeux. 71 points, 30 buts, mais c'était quand même sa saison de 18 ans. Ouais. À 17 ans, l'an dernier, il a quand même eu 47 points. Okay. Ce qui est très beau. Bon, Yakemchuk, bon patineur, capable de transporter la rondelle à vive allure, il est mobile, mais je te dirais que sa prise de décision est ordinaire. Et c'est ce qui explique pourquoi il serait un peu plus bas. C'est un gars qui joue dur, et beaucoup de minutes de punition, quand même 120 minutes. C'est quand même pas mal. Alors, peut-être est-ce que c'est beaucoup de mineurs ou des... Parce que des combats, c'est moins non, pire. c'est des mineurs. Ça, c'est pas bon. C'est ça, c'est un gars qui prend beaucoup de punitions. Ça, il va falloir qu'il fasse attention. Puis défensivement, c'est comme ci, comme ça. Alors, ce qui explique pourquoi il n'est pas nécessairement un top 5, top 8. Mais, tu sais, il faut vraiment faire attention avec les défenseurs de la WHL. Moi, j'ai sorti une statistique assez révélatrice. J'ai regardé cette année le top 30 des pointeurs de la Ligue nationale chez les défenseurs. Ouais. Et dans les anciens joueurs de la WHL, j'en ai trouvé seulement 3. Ce qui n'est pas beaucoup si tu considères que la WHL est une pépinière. Ouais. Là, on parle de 10 seulement. Ouais. Bon. Josh Morrissey, 8e. Morgan Riley, 11e. Et Travis Sanheim, 30e. Alors, tu sais, il y a eu beaucoup de joueurs au fil du temps qui ont bien performé dans la Ligue de l'Ouest à la défense avec des statistiques ronflantes et oups, comment ça se fait qu'ils ne sont pas là? Il y en a eu des bons. Chez Weber. Duncan Keith n'était pas de l'Ouest, lui? Oui, mais ça fait longtemps, là, tout ça. C'est sûr. Ça fait longtemps. Alors, vois-tu, là, moi, en y allant dans le récent, j'ai 3 gars sur 30. Alors là, est-ce que Yakemchuk va faire partie de ça? Tu sais, j'y vais un petit peu... moi, je ne suis pas nécessairement un gars de ce qu'on appelle stats avancées, mais j'aime faire de cette portion-là de l'analytique. Ça, j'aime ça. Ouais. Chercher des comparables puis des trucs de même avant de m'emballer sur des joueurs.
Alors, c'est pas évidemment la seule façon d'évaluer un joueur, parce que si Cale Makar avait joué dans la Ligue de l'Ouest, comme il aurait dû le faire, j'aurais pas dit la même chose. Mais dans le cas où je suis hésitant, je penche vers l'analytique et j'ai mes réserves quant à Jakob Chop, mais qui va quand même être un choix top 15, d'après moi, et que je vais également classer dans mon top 15. C'est disponible à 14, peut-être que San Jose, qui a beaucoup d'attaquants. Oui. Je déteste l'expression à talent égal, mais peut-être que là, ils vont se dire qu'il faudrait peut-être renflouer notre banque en défense. Ça pourrait être une idée là, d'avoir un joueur offensif au moins. Et le dernier, un joueur très, 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 je te dirais pas controversé, mais très polarisant. Oh, il est rendu là, lui. Cole Iserman. Oui. Qui dégringole. Bon, Cole Iserman, confession de la semaine. L'été dernier, je l'avais nez à nez avec Macklin Celebrini. Incroyable, hein? Ouais. Et je m'étais même obstiné avec quelqu'un qui disait, ben voyons donc. Puis je disais, écoute, Cole Iserman, tu vas voir cette année. Et on a vu. On a vu des buts. Ailier gauche de 6 pieds 195, qui a joué pour le programme national américain. 57 matchs, 58 buts, 31 passes. Alors, de ce côté-là, il a livré la marchandise. Mais c'est un joueur qui est extrêmement frustrant à regarder jouer. C'est un marqueur élite. Il est capable de jouer robuste. C'est pas nécessairement un gars qui joue en périphérie. Cependant, il n'est pas très impliqué. Quitte son territoire très rapidement. Ne se replie pas rapidement. Puis, des fois, je trouve qu'il essaye d'en faire un peu trop. Tu sais, ça revient à la prise de décision. On parle de Iserman, là. On parle pas de Michkov, là. Non, on parle pas de Michkov. Ah, OK. Mais je vais te faire une parenthèse avec Michkov, vu que tu aimes bien en parler. Oui. Bon, c'est un gars qui essaye de trop en faire parfois, puis, tu sais, puis finalement, il va avoir des lancers qui aboutissent à nulle part parce qu'il a essayé de déjouer un joueur 2 fois et tout. Je ne sais pas. Pour moi, c'est un pur shooter, comme on dit, un pur marqueur, un pur... mais il n'apporte pas grand-chose d'autre. Sauf que tu as besoin de joueurs comme ça dans ton équipe. Mike Hoffman. Oui, peut-être avec une meilleure attitude, mais là, on est plus proche du territoire de Mike Hoffman que du territoire là, d'un super de Steven Stamkos, mettons. OK. Je parle de marqueur. Je parle de marqueur. Là. Alors, c'est ça. Bon, pour faire ta comparaison avec Michkov, mais Michkov, lui, est beaucoup plus créatif offensivement et c'est pas un mangeur de puck, pour employer une expression populaire. Ah, l'autre, il mange le puck, là. Non, c'est que l'autre, il sait pas quoi faire avec. Il mange le puck. C'est pas un joueur qui distribue la rondelle. Michkov distribue la rondelle. Okay. Il est capable de le faire. Est-ce que, bon, Michkov quitte son territoire rapidement? Oui, mais il y a une dimension. Tu sais, c'est pas pour rien que ce gars-là était quand même souvent classé deuxième en arrière de Bédard l'an dernier. Là. Fait que si tu as le choix, tu prends, j'aime ramener au Canadien, tu prends Caulfield devant lui, même si c'est un buteur. Là. Écoute, je suis pas sûr parce qu'Iserman est capable de jouer plus robuste et d'après moi, ça va être il y a le potentiel pour être un meilleur buteur que Caulfield. Donc, tu prends Iserman avant Caulfield après tout le mal que tu viens de dire de Iserman. Non, je viens de dire du mal d'Iserman par rapport à ce que je voyais de lui l'année passée. Parc, viens m'aider, là. C'est que Iserman, s'il avait été ce joueur-là, il y a 2 ans, il y a 3 ans, puis qu'on avait enlevé nos lunettes roses, on aurait vu ça, mais on s'est laissé avoir par le fait que tu dis « Wow, un gars de 16 ans qui fait ça, qu'est-ce qu'il va faire à 17 ans? » Puis là, à 17 ans, on dirait que tu te mets à tout décortiquer les défauts. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça avec les recruteurs. Je ne sais pas pourquoi. Moi-même, je tombe dans ce panneau-là. On est comme ça. À 16 ans, on regarde juste les qualités, puis à 17 ans, on commence à checker rien que les défauts. Ouais. C'est parce que moi, ce qui vient à l'esprit, comment tu le décris, Simon, c'est que la première chose que je me dis, c'est ça semble coachable, ces défauts-là. Mais est-ce que l'autre question que je me pose, donc, c'est est-ce que c'est donc un manque de vision de jeu ou c'est vraiment... Quand tu dis qu'il essaie de trop en faire, c'est-tu un manque de vision de jeu ou c'est parce que vraiment, disons, il fait pas confiance à ses coéquipiers, fait qu'il veut pas faire la passe ou quoi que ce soit? Ben, écoute, il y a quand même des très bons coéquipiers. Moi, je dirais que comme je t'ai dit, c'est la prise de décision qui fait défaut. Puis oui, je crois que c'est coachable. Par contre, l'idée de se replier et tout, ben écoute, c'est comme Michkov. S'il se replie pas, il va l'apprendre à la dure avec les entraîneurs de la Ligue nationale. Alors, pour moi, c'est quand même un gars à repêcher, mais
ce n'est plus un top 5. Est-ce que c'est un top 10? Je ne sais pas encore. Tu sais, ça t'en prend des marqueurs. Mais évidemment que ce joueur-là va être un joueur complémentaire. Et pour employer un barème que j'aime souvent employer, d'après moi, Yzerman, dans un club champion, il doit être ton 5e meilleur attaquant, pas plus. On dirait que ça me fait penser aussi à une espèce de Phil Kessel. Ah, vois-tu, j'aime mieux ta comparaison Kessel que Caulfield. Et que Hoffman. Donc, il est pas mal. Oui. D'après moi, il va scorer. Mais Phil Kessel, n'oublie pas qu'il y a eu bien des entraîneurs qui en ont eu plein leur casque puis il a été échangé. Okay. Mais il est arrivé à Pittsburgh, il cadrait bien comme joueur complémentaire. Et ils ont gagné 2 Coupes Stanley. Bon. Avec lui, il a fait belle figure, mais dans la mesure où on l'utilisait de façon parcimonieuse pour que ses qualités ressortent et que ses défauts soient cachés. Okay. Alors, un joueur comme ça, pour moi, c'est un 5e attaquant. Si tu regardes les Pingouins qui ont gagné la Coupe Stanley, je n'ai pas l'alignement devant moi, mais d'après moi, Kessel, c'était le 5e ou 6e meilleur attaquant de l'équipe. Bon. On est rendu à la période de questions. On passe ça fort avec Stéphane, qui n'a pas laissé son nom de famille, mais j'aime sa première phrase. Mais en fait, c'est 4 premiers mots. Snake me fait rire, ça part déjà bien. De se garder un droit de réserve sur les Hudson parce que Quinn Hughes a eu quelques matchs difficiles en série. Hughes a quand même fait 92 points en saison. Si Hudson fait des saisons de plus de 60 points, je me contrefous qu'il ait de la misère en série. 90% du hockey se fait en saison, alors on ne va pas cracher sur des joueurs parce qu'on pense qu'ils ne seront peut-être pas bons en série. Elias Pettersson a eu de la misère en série. Va-t-on le classer comme joueur de 2e trio pour ça? Tu te le fais dire, là, hein, par Stéphane? Oui. J'accorde beaucoup d'importance à la projection que je peux faire d'un joueur en série de la LNH. Ouais. Quand je le vois jouer dans le junior. Je me dis toujours comment il va se comporter. Mais ça prend également des joueurs pour t'amener en série. Et c'est un cliché, mais c'est ça pareil. Alors, c'est bien beau d'avoir un Sam Bennett qui est très fort en série, mais qui est moyen en saison. Mais si tu as juste des Sam Bennett pour la saison, tu ne te rendras pas en série. Ouais. Bon. Alors là-dessus, je vais donner celle-là à Stéphane. Cependant, je pense que dans le cas d'Hudson, je sais pas, je pense que je me suis toujours mal expliqué sur lui. Ça doit être ça parce que je reçois beaucoup de commentaires suite à la projection que j'ai faite de Lane Hudson. Moi, j'ai pas mon dire qu'un joueur doit être utilisé pour maximiser ses forces et cacher ses faiblesses. J'ai toujours dit que Lane Hudson, je ne voyais pas ce gars-là jouer 82 matchs par année, plus les séries, sur une première paire de défense à coût de 25 minutes par match. Bien qu'il soit peut-être le plus doué des défenseurs du Canadien, ça ne veut pas dire nécessairement qu'être doué mérite de jouer 25-27 minutes par match parce que être à la défense, ça signifie contrer l'adversaire, ça signifie faire des relances, des sorties de zone, jouer peut-être en désavantage numérique. C'est pas juste l'idée d'arriver en avantage numérique puis de danser à la ligne bleue. Ouais. Et aussi, il y a une grosse différence entre jouer à domicile et à l'étranger. Ça, on le voit souvent dans les joueurs. Stéphane prend Quinn Hughes comme exemple. Oui, Quinn Hughes en a arraché défensivement en série. Il a quand même joué beaucoup parce que, qu'est-ce que tu veux, c'est le top à Vancouver. Ouais. Et de grâce, là, il ne faut pas comparer Quinn Hughes à Lane Hudson au point de vue aptitude offensive. Quinn Hughes est à un étage vraiment supérieur au même âge à ce que Lane Hudson est en ce moment, bien qu'Hudson a été impressionnant durant ces 2 matchs là, qu'on a vus à Montréal en fin de saison. Fait que c'est plutôt ça, moi, l'idée. C'est que Elias Pettersson, on le voyait venir qu'en séries éliminatoires, ça ne serait pas nécessairement une locomotive. On le sait, il est frêle, Pettersson. Il va être beaucoup plus impressionnant à domicile, un mardi soir à Vancouver contre San Jose, mettons. Puis il va faire 4 points, 5 points. Écoute, c'est le fun pour les poolers, c'est le fun pour les gens qui payent le billet. Mais à un moment donné, ça prend un dosage quand tu évalues un joueur entre la saison et les séries. Tu dois pondérer ça. Bon. Patrick Richer. Je vous entends souvent mentionner que tel joueur a un plafond haut et qu'un autre a un plafond bas ou a plafonné. Ça fait beaucoup de plafonds, hein, Patrick. Quels sont vos critères pour dire qu'un joueur a un plafond haut, il va être tel type de joueur? Ah, OK. Bon. Le plafond haut, tu le vois quand un joueur doué dans le junior
un style de jeu qui va bien se transposer dans la Ligue nationale. Alors, tu regardais, je ne sais pas moi, je prends un exemple là, comme ça, récent. Tu regardais un joueur comme Leo Carlson. Allez. Leo Carlson, c'était pas nécessairement le joueur junior le plus prolifique l'année passée. Mais tu voyais le physique de ce gars-là, les gestes de ce gars-là, la façon dont il se comportait, puis tu disais ça, ces feintes-là, ce transport de rondelles-là, ce sens du jeu-là, c'est quelque chose qui va bien se transposer en Anaheim. Et la vitesse d'exécution. Et la vitesse d'exécution. Alors, à ce moment-là, tu peux projeter un gars comme Leo Carlson, puis tu peux te dire, wow, ça peut être un gars de 80-90 points, premier centre d'un club champion, à cause du fait que, à cause de ce que je viens de décrire. Le plafond moins haut, cependant, ça va être un joueur, par exemple, qui va faire toutes sortes de petites tourniquettes, qui va marquer des buts souvent parce que la défensive a été faible. Bon, il y a eu 2 poteaux de téléphone en défense devant lui. Le gardien a été faible. Et là, tu dis, ouais, OK, le gars a fait 50 buts. Mais est-ce que c'est dans le junior, mais est-ce que c'est un vrai 50 buts? Alors, à ce moment-là, ben là, tu vas mettre le plafond plus bas par rapport à la transposition des qualités. Une autre raison qui fait en sorte que tu vas mettre le plafond plus bas, et on en a parlé tout à l'heure pour Owen Beck, c'est la vitesse d'exécution. Ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus... On devine c'est quoi la vitesse d'exécution, mais si on le décortique, c'est quoi pour toi de la vitesse d'exécution? Bien, c'est que dans la Ligue nationale, tu as une fraction de seconde pour faire un jeu. Et alors, à ce moment-là, ta prise de décision doit être très rapide. Tu dois soit te débarrasser de la rondelle, ou soit faire ta feinte, ou soit lancer en très peu de temps. Dans le junior, tu as un petit peu plus de temps, et on peut voir des gars, tu vois qu'il y a une certaine hésitation, mais le jeu qu'ils vont faire réussit quand même. Mais il y a eu une hésitation. Donc, c'est plus de la vitesse de décision que de la vitesse d'exécution. Bien, c'est qu'en même temps, il faut que les mains et les pieds suivent la tête. Ouais. Et il y a des gars qui n'ont pas nécessairement les mains. Ils ont des mains dans le junior qui sont considérées comme très bonnes, mais dans la Ligue nationale, ça va être des mains moyennes. Tandis alors, il faut que dans le junior, tu aies des mains excellentes ou exceptionnelles pour que ça se transpose. Donc, si tu as les deux, tu es un joueur exceptionnel. Tu as les mains rapides puis tu as les décisions rapides. Et voilà. Et c'est ce qui fait la différence entre les joueurs de 100 points, 90, 100, 115 points, les grandes vedettes de la Ligue nationale, et les joueurs qui se retrouvent dans le milieu de l'alignement et qui vont faire 15 buts. Fait que, tu sais, tous ne regardent pas un match de la même façon. Parce que si tu recrutes un joueur là, et tu t'attardes à la vitesse d'exécution et à la prise de décision, ton regard est complètement transformé sur la game. Je vais donner un exemple concret. Regardez un joueur qui va déjouer peut-être 2 adversaires. Mais regardez souvent le grand cercle qu'il peut prendre pour déjouer les joueurs. Ouais. Plus le cercle est grand, moins ça a de chance de marcher dans la LNH. Il faut vraiment là, que tu fasses un toc-toc-toc avec la rondelle, avec tes mains, avec ta tête, avec tes épaules. Alors, ça peut être bien impressionnant. Des fois, un gars qui prend la rondelle, puis oups, il chiffre le premier joueur, oups, il chiffre le deuxième joueur. Mais s'il a fait un grand S, ben, tu sais, c'est comme quand ils t'apprennent à courir les buts au baseball. Ouais. Si tu fais un crochet, tu as plus de chances de faire un trip que si tu contournes les buts. C'est intéressant. Tu comprends? Okay. C'est ça. Le grand S de serpent. Ah, voilà. Ouais. Frank Garand. Bon, je le vois venir un petit peu, notre Frank. Salut Simon, j'aimerais avoir ton analyse du travail de Julien Brisebois, qui a payé le gros prix pour Tanner Jeannot l'an passé et qui, cette semaine, vient tout juste de transiger son dernier choix au repêchage avant le 4e tour pour Ryan McDonough. Est-ce que Tampa Bay fait bien de vider sa banque de choix pour continuer d'être compétitif? Écoute, il y a 2 philosophies quand tu as un noyau élite comme celui du Lightning. Ouais. Ou tu amènes ce noyau élite-là jusqu'au bout, tu presses le citron. Ouais. Ou, à un moment donné, tu sacrifies peut-être une saison ou 2 en échangeant une coupe de joueurs d'impact pour aller regarnir ta banque de jeunes joueurs. Mais à ce moment-là, tu fais 2 pas en arrière. Pour peut-être espérer poursuivre le maintien de ton club élite, mais il n'y a pas de garantie que ça va réussir. Ouais. Alors, ça, c'est un choix. Julien a décidé de faire le choix, on le voit là, par les gestes qu'il pose, de vraiment amener son noyau jusqu'au bout.
Est-ce que Tampa Bay peut être encore considéré comme des aspirants à la Coupe? De moins en moins, mais n'oublions pas que les Penguins de Pittsburgh, il y a eu 7 ans qui se sont passés entre la première et la deuxième Coupe cette année. Il y en a beaucoup en 2014-2015 qui disaient que les Penguins devraient peut-être considérer d'échanger certains de leurs piliers pour faire une genre de réinitialisation, et ils ont gagné 2 coupes. Ouais. Alors, est-ce que c'est ce qui se prépare dans le cas de Tampa? Je ne sais pas, j'en doute, mais le rapatriement de McDonough est très évident que là, on joue le tout pour les 2 prochaines saisons. Et si Frank, tu mentionnes Tanner Jeannot, il faut aussi dire que Brendan Nagel, Tampa a donné 2 choix de premier tour, mais ça a été super payant. Oui. Non seulement c'est un marqueur de 30 buts, c'est André Tourigny, après le championnat du monde, qui disait que c'est le meilleur qu'il a vu en échec avant. Fait qu'il faut mentionner ceux qui fonctionnent aussi. Là. Ben, c'est ça. Alors, Jeannot, c'est sûr qu'il y a un choix de premier tour qui est parti. Qu'est-ce qui va arriver avec ce choix de premier tour-là? C'est quand même pas un choix de fin premier tour. C'est l'an prochain, oui, on verra. C'est ça, alors on verra. Mais les choix, à part ça, 2, 3, 4, écoute, je pense que ça valait la peine. J'étais pas le plus grand fan de Jeannot parce qu'on n'avait pas un gros échantillon de son succès. Ouais. Alors, peut-être que lui, il a pris en feu, là, Jeannot, une année, puis je pense pas que sa valeur était comme ça l'année d'avant ou l'année d'après. Mais bon, écoute, ils se sont essayés, et ça fait partie de la philosophie. Est-ce que je suis d'accord? Écoute, je ne sais pas ce que je ferais si j'étais confronté à ça. Moi, je serais plus tenté d'échanger une coupe de vedettes et de me régénérer. Mais à ce moment-là, tu prends également le risque de ne plus jamais gagner la coupe. Voilà. Oh ben, écoute, dans nos visites de repêchage, on est rendu au pied de la falaise, là. Mm-hmm. Repêchage de 2023. Même si on voulait en faire un autre, on ne pourrait pas. On va y aller quand même de façon... on va le simplifier, puis on n'a pas besoin de s'étendre parce que c'est tellement tôt. Ouais. Je te laisse aller sur 2023. Oui, bien, c'est ça. 2023, c'est un repêchage qui était perçu comme exceptionnel, mais je pense que c'est surtout dû au fait que c'était très, très fort parmi les premiers choix. Ouais. OK? Parce qu'après ça, je pense que c'était un repêchage qui était pas mal semblable aux autres. Alors, les 3 premiers choix, Connor Bedard, Leo Carlsson, Adam Fantilli, ont joué dans la Ligue nationale. Je crois que les 3 se sont très bien tirés d'affaire. Fantilli et Bedard ont été blessés. Carlsson a été utilisé seulement dans 55 matchs. On a fait attention. Mais ça augure très, très bien pour l'avenir et il est possible que ces 3 joueurs-là deviennent les 3 meilleurs joueurs du repêchage. Enfin. Il y a Zach Benson également, qui a joué toute la saison, 71 matchs, 13e choix. Une surprise considérant ses habiletés qui étaient exceptionnelles. Il y avait des habiletés top 5, mais il n'y a pas un gros physique. Et il fait partie de ce groupe-là à Buffalo qui, à un moment donné, on va devoir prendre des décisions, mais je ne crois pas que Benson fasse partie des échanges. Non. Je pense qu'on va le garder. Du côté du Canadien, on a choisi David Reinbacher au 5e rang. Il y en a beaucoup, dont moi, qui auraient aimé avoir Michkov. Mais Reinbacher, saison qu'on a qualifiée d'un petit peu plus difficile, mais je n'étais pas trop inquiet de ce côté-là parce que, oui, ça aurait été préférable qu'il joue toute l'année à Laval, mais il s'est quand même envenu à Laval à un moment donné. On a eu 12 matchs pour le voir jouer. C'est bien parti. Oui. Reinbacher, je l'ai qualifié, moi, de défenseur numéro 2 au sein d'un très gros club. Je n'ai pas changé d'idée. Je le vois toujours pas comme un défenseur numéro 1 parce qu'il manque peut-être un peu ce petit oomph-là à l'attaque. Mais je le vois certainement solide là, pour jouer un 20-25 minutes par match. Dans les joueurs, d'après moi, qui ont été sous-estimés, d'après leur rang de sélection, bien évidemment, un de mes préférés, Quentin Musty, qui a été sélectionné 26e. Je crois que dans un repêchage, je ne m'occupe pas trop des saisons post-repêchage, mais il reste quand même que 102 points à 18 ans, 2 points par match dans la Ligue de l'Ontario, ce n'est pas à négliger. Et ça serait possible que lui s'amène à San Jose en même temps que ses 2 compères, Celebrini et Will Smith. Ça ferait 3 excellents joueurs pour la base du Canadien. Ensuite de ça, dans le reste du repêchage pour le CH, on a eu un gardien de but que j'aime beaucoup en 3e ronde, Jacob Fowler, qui a énormément progressé. Je crois qu'une autre saison à Boston College serait suffisante pour lui. Il faut qu'il s'en vienne à Laval. Il va avoir 20 ans cette année, maximum 21 ans à Laval pour arriver avec Dobèche et puis voir lequel des deux là, démêler tout ça. Dans le reste, on a repêché également d'autres gardiens. Evgeny Volokin, un gardien russe qui a très bien joué cette année, mais dans une ligue très faible, la MHL.
Et Quentin Miller, gardien de but de la Ligue junior majeure du Québec, saison correcte, devrait jouer dans la Coupe Mémoriale l'an prochain avec l'Océanique de Rimouski et probablement commencer sa carrière dans la East Coast League parce qu'il n'y aura pas de place pour lui. Ouais. Il y a également le frère d'Arbert Jacquet, Florian Jacquet. Écoute, dans le meilleur des cas, un joueur de 4e trio, mais bon, un choix de 4e ronde. On verra comment ça va évoluer. Lui est admissible pour jouer à Laval dès cette année. Alors, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça, le repêchage 2023. C'était quoi ton top 5? Ben, mon top 5, moi, j'étais pas très, je suis pas très original l'année passée. J'avais Bédard premier. Oui. J'avais Michkov deuxième. J'avais Carlson troisième, Fantilli quatrième. Et j'avais Randbacker cinquième. Will Smith? J'avais Musty sixième et Will Smith septième. Bon, refais-moi ton top 5 aujourd'hui. Par rapport à leur performance cette année ou par rapport à l'avenir? À l'avenir, évidemment. Oui, si tu as à refaire, Oui. là, tu as un an, là, tu as ton Mulligan, là. Écoute, je sais que je vais faire capoter bien du monde, là, mais j'hésite entre Bédard et Carlson. Mais je sais que je vais en faire capoter parce que Bédard, ça va être une machine à points. Oui, mais un fin observateur va peut-être pas capoter. Alors, honnêtement, en ce moment, puis là, j'enlève rien à Bédard. Non. Je vais faire des saisons de 100 points. Ouais. Fait que faites pas de titre là, que Connor Bédard est un flop à mes yeux. Là. Ouais. C'est pas ça. Là. Je regarde la position de centre, je regarde le physique, je regarde ce qu'il peut apporter à une équipe. J'aurais Carlson premier, j'aurais Bédard deuxième, j'aurais Michkov troisième. Oui, j'ai encore Michkov troisième. Avant Fantilli et avant Will Smith. Oui, toujours. Toujours. Parce que Will Smith, je sais que c'est pas la même ligue. Oui, mais c'est sûr que ça 2 va points l'aider. par match Ça va l'aider, entier, là. puis ça va l'aider de jouer à San Jose. Ça va l'aider de jouer à San Jose. Moi, je serais même prête à mettre Smith avant Fantilli maintenant. Moi, je Mais j'ai trouve mis que Michkov Simon, avant. là, tu t'exagères. Michkov, c'est un super fabricant de jeu et c'est un super marqueur. Il y a les deux qualités. Il n'y en a pas juste une des deux. Là, on est dans un balado, là, mais si tu avais une équipe, là, puis Oui. ta job est en jeu, là, Oui. je peux te dire, tu prends Will Smith et Fantilli avant Michkov, tu as le facteur risque, là, tu fais pas ça. Dis quelque chose? Écoute, je prends Michkov troisième. Mais tant pis pour toi. C'est ça. Salut. Préfère, c'est grand. Que tu sois charpentier, agriculteur, plâtrier, infirmier, c'est chez Préfère que tu trouveras le plus vaste choix de vêtements, chaussures, équipements de sécurité et haute visibilité. Situé à Belleuil, sortie 109, autoroute 20 ou préfère.ca. Préfère, habiller les travailleurs d'ici. Le podcast Processus vous est présenté par Cargarous. C'est dur de savoir si vous achetez la bonne voiture au bon prix, mais pas quand vous achetez avec Cargarous. Nous vous donnons une vaste sélection de véhicules, des évaluations et des avis impartiaux sur les concessionnaires. Faites le bon choix et commencez votre recherche dès aujourd'hui sur cargarous.ca ou téléchargez notre application mobile. Qu'est-ce que tu veux, Marc? Regarde, Marc, pour faire une histoire courte, j'ai besoin de toi. Ben, pas tellement moins comme l'équipe. On a besoin de toi. Tu sais, on a bien des petits joueurs, puis on se fait brasser pas mal, mais j'ai pas de police, tu comprends? Non. Mac, juste pour le restant de la saison. Tu resteras assis sur le banc si tu veux. Juste de savoir que t'es là, ça va imposer le respect. Je commence à peine à me remettre de mon malheur. Je suis en train de trouver la paix. Je peux pas retourner. Marc, le National a besoin de toi. Tu reviendras ici après la saison. À part de ça, protéger les petits, c'est une bonne action, ça. On va te redonner ton 11. Jamais. On accueille notre ami Éric Oziel. Allô, les gars, ça va? C'est enflammé entre les pauses, hein? Ah, toujours. Puis attends, on continue à s'ostiner le lendemain au téléphone. Mais on va là. le savoir assez rapidement si Michkov, c'est un vrai ou pas. On va le savoir rapidement. Ah oui, c'est sûr. En tout Ouais. cas, En tout Les cas, quoi, Pag? les Flyers risquent d'être en voiture car Processus est présenté par Cargarous. Trouvez la bonne voiture au bon prix grâce à notre vaste sélection d'évaluations et d'avis impartiaux sur les concessionnaires. Commencez votre recherche sur cargarous.ca. Éric, on a jasé après, évidemment, qu'on trouve tout le temps nos sujets de la semaine suivante pas mal rapidement. Puis on a pensé que faire un parallèle entre Moneyball et le hockey, parce que Moneyball, il a fallu le fameux film, le concept au baseball, si ça s'appliquait ou non. Et quand j'ai vu ton plan de match,
Puis là, j'ai hâte que tu nous partages ça parce que j'en ai encore des frissons dans le dos. Ouais. Est-ce que Moneyball peut être Money Puck? Ouais. C'est ça. Moneyball, pour les gens qui nous écoutent, il y a le film en 2011, mais très brièvement, c'est un livre écrit par l'auteur Michael Lewis qui a été écrit en 2003 sur les Aces d'Oakland, principalement en 2002. Par contre, il nous expliquait le dilemme que les Aces avaient devant eux. C'est les Yankees dépensaient 125 millions sur la masse salariale en 2002 et les Aces avaient à peine 44 millions. Comment tu peux compétitionner? Et tout ça partait de Saber Matrix, de Bill James, plusieurs années avant, qui disait essentiellement que les statistiques utilisées dans le baseball de l'époque, qui étaient la moyenne au bâton, les buts volés et les points produits, c'était des statistiques des années du 19e siècle et que maintenant, il fallait utiliser le pourcentage de présence sur les buts et la moyenne de puissance. Combiner les deux. Puis ce que Billy Beane et les Aces d'Oakland ont fait, c'est qu'ils se sont dit comment nous, on peut aller chercher des bons joueurs sous-estimés sans avoir à les payer le prix que les Yankees payaient leurs vedettes. Et ça a donné des bons résultats parce que pendant quelques années, les Aces d'Oakland faisaient les séries. Gagnaient pas la série mondiale, mais faisaient les séries. Et ça a donné un méchant bon film aussi. Ça a donné tout un bon film et ça a donné toute une tendance que plusieurs équipes ont suivi par après, qu'on appelle maintenant statistiques avancées. Mais comme je te le dis, là, il y aurait une chronique à faire sur Bill James parce que c'est un gars, en 2006, Time Magazine l'a nommé comme une des 100 personnes les plus influentes au monde parce qu'il avait été engagé par les Red Sox de Boston et ils ont gagné 4 séries mondiales pendant les 17 ans qu'il a été consultant pour les Red Sox. Et là, on parle beaucoup de statistiques avancées au hockey et je revois la scène avec Brad Pitt et ses recruteurs quand il veut refaire son équipe et qui dit non, toi, là, regarde les stats d'un tel, un tel, un tel. Est-ce qu'on peut s'imaginer cette scène-là au hockey? Je pense pas. Je pense pas parce que c'est pas la même. Il y a une nuance par rapport au baseball et au hockey, puis elle est importante à mes yeux. C'est qu'au baseball, surtout à cette époque-là, mais encore maintenant, il n'y a pas de vrai cap salarial. Alors, tu as des équipes qui peuvent dépenser, présentement, les Mets de New York dépensent au-dessus de 300 millions. Et les Aces d'Oakland sont à 56-60 millions. Au hockey, là, tout le monde dépense à peu près 83,5. Fait que tu n'as pas besoin d'aller chercher des façons créatives de construire ton équipe. Puis à l'époque... Et pourtant, avec un plafond, tu veux être créatif, tu veux payer tes joueurs moins cher. Oui, mais moi, à mon humble avis, et dans les documents que j'ai consultés, tu sais, je prends un gars comme Ken Holland, OK, qui a quand même une certaine crédibilité. Il y a quand même les Red Wings de Détroit, puis ce que Edmonton fait cette année, c'est bon. Lui, il dit que ça ne s'applique pas. Parce que, essentiellement, le baseball, c'est un sport individuel dans un sport d'équipe. C'est un lanceur contre un frappeur. Avec des événements qui se produisent à l'intérieur d'une parenthèse. Oui. Chaque lancé, chaque fois que la balle est frappée, tandis que le hockey est très chaotique. C'est ça. Et lui parle de chimie entre 3 joueurs, un trio, et des chimies entre duos. Moi, je pense que ça ne s'applique pas non plus au hockey. Non. Je pense que ça ne s'applique pas. Ça peut s'appliquer si tu vas avoir des statistiques comme tel joueur gagne-t-il ses batailles 1 contre 1 dans le Oui, c'est ça. Oui, mais écoute, quelle chimie tu vas avoir au baseball? Ben, tu peux l'avoir seulement entre le lanceur et le receveur. Ben, c'est certainement pas que le champ droit puis l'arrêt court, là. Non. Non, mais sérieux. Non, mais tu peux avoir une cohésion entre ton deuxième but puis ton arrêt court pour le double jeu. Mais tu parles surtout du lanceur, du receveur, mais c'est vraiment un duel 1 à 1 au baseball. Alors qu'au hockey, oui, tu as les batailles 1 contre 1 et tu as les tirs de barrage ou les échappées. Tu pourras avoir une stat là-dessus. Tel joueur, comment est-il contre tel goaler? T'en as, c'est ça. Mais moi, je trouve que ça ne s'applique pas. Mais ce que j'ai découvert, c'est que les stats avancées au hockey, ça existait de bien avant le baseball. Ah oui? Ben oui. Au début des années 60, Toe Blake avait inventé le plus et les moins. Puis ça avait été copié par Scotty Bowman. C'était une stat avancée, ça. Ben pour eux autres, à l'époque, c'était une stat. Tu avais les buts et les passes. C'est juste ça. Blake a introduit à l'interne, avec les Canadiens, les plus et les moins à 5 contre 5. Puis Scotty Bowman l'a utilisé avec les Canadiens juniors. Puis après ça, la Ligue nationale a commencé à le publier, cette stat, seulement en 75. Parce que c'était pas publié avant. Et ça, c'est une stat qui polarise en passant. Ah oui. Toi, par curiosité, Simon, là, le Corsi puis le coefficient d'efficacité, le nombre de chances de marquer quand tu es sur la glace, tu penses quoi de ça, toi? J'en pense pas grand-chose, ça m'intéresse pas. Puis je vais dire pourquoi. C'est comme Éric dit, c'est que c'est la question de cohésion entre 3 joueurs.
Alors, c'est sûr que un joueur qui va jouer sur un certain trio, comment tu peux savoir... Mettons que le trio ne fait pas bien côté Corsi. Ouais. C'est la faute à qui? Ouais. Alors là, tu peux dire, oui, mais c'est parce qu'il ne joue pas avec deux bons joueurs. Oui, c'est qui les deux pas bons joueurs sur le trio? C'est-tu le joueur dont tu parles ou c'est ses coéquipiers? Mais comment pourquoi tu détermines? on attache autant d'importance aux statistiques avancées? On en entend parler... Pourquoi? Ben, si tu me permets. Oui, vas-y. C'est qu'au baseball, ce qui est arrivé, c'est qu'à cause de cette nouvelle façon d'évaluer une équipe, de construire une équipe, plein de jeunes universitaires ont été recrutés par les équipes, des bols en maths, pour venir participer et même prendre le contrôle d'un département de recrutement. Mais au hockey, pourquoi on en parle autant si c'est pas efficace? Parce qu'il y a la même chose au hockey. Tu as des gars très bons avec les chiffres qu'on amène. Maintenant, il y a le département, le Canadien du Montréal a son département de statistiques avancées. Fait que c'est un outil. Puis comme Ken Holland dit, on cherche tous la formule magique. Mais ça peut être un outil qui fausse les données. Puis ça peut être un outil qui aide, qui peut aider aussi dans certains... Ben là, s'il te plaît, là, moi, tu m'as envoyé quelque chose. Oui, vas-y, avant, Simon. Bon, moi, les statistiques avancées de base, comme tu disais, les batailles pour la rondelle, ces trucs-là, oui, je vais les regarder parce que ce sont des événements individuels. Ouais. Mais tout ce qui implique le Corsi et ces choses-là, ça ne m'intéresse pas. Et tu demandes, Mathias, pourquoi c'est en train de faire son chemin? Bien, la raison est très simple. C'est que il y a des gens qui trouvent difficile d'évaluer des joueurs en les regardant sur la glace. Puis, je le consens, je le dis, c'est pas facile. Ouais. OK? Sauf que c'est ça le challenge. Alors, il y en a qui pensent qu'en prenant des formules mathématiques, tu n'auras pas besoin de regarder les games, tu n'auras pas besoin de te forcer à essayer de projeter les joueurs dans l'avenir. Tu vas prendre une formule puis tu vas être capable de comparer un joueur de la Suède avec un joueur des États-Unis simplement en regardant une feuille puis de faire des listes de repêchage. Alors, pour moi, c'est soit pour les gens qui ne connaissent pas le hockey ou soit les gens qui n'ont pas confiance en eux ou les paresseux. Venant d'un gars qui croit pour le baseball, aux statistiques avancées. Oui, c'est ça. Pas toutes les statistiques, mais je suis plus intéressé par les statistiques avancées du baseball que celles du hockey. Mais là, tu vas, Éric va t'intéresser. Tu vas réagir, oui. Parce que là, Éric, j'ai fait un échange. Ouais, dans mes recherches, il y a un journaliste, Dylan Looks, L-O-U-C-K-S, qui présentement est à l'emploi du Hockey News, qui lui a fait un exercice. Il dit, je vais prendre l'édition des Kings de 2021. 2021, c'est COVID. Rappelez-vous, les équipes étaient jumelées par Canadiens. Ils jouaient dans une section canadienne seulement. On jouait 56 matchs. Il a pris les Kings qui ont eu une fiche assez médiocre. Ils ont fini au bas de classement. Et puis, je vous donne un petit peu. Les Kings ont compté 143 buts, sont fait compter 170 buts et avaient un pourcentage de victoire de 424. Ça, c'est la vraie édition des Kings. Ouais. Lui, il a fait plein de transactions. Puis, il s'est fait une équipe basée sur les statistiques avancées. Il a gardé quelques joueurs de l'édition 2021, mais il a fait des échanges. Et ce que ça lui a donné, c'est une équipe qui finissait à peu près entre le 9e et le 12e rang, avec 172 buts comptés et 142 buts contre. Puis, un des échanges, c'était Drew Doughty et deux autres joueurs. C'est qui les deux autres? On les a-tu? Oui, on les a ici. C'est... ce qui joue présentement, Ilya Lyubuchkin et Johan Larsson contre Doughty, et les Kings retenaient 5 millions de dollars de son salaire. En plus? Oui. Attends. Vivaldi, Michael Anderson, Akil Thomas et un choix de deuxième ronde. OK. C'est ce qu'il faisait. Contre qui? Contre Dvorak et Lyubuchkin et puis Johan Larsson. T'sais, pour moi, j'ai sauté en... Dvorak, la version Arizona de Dvorak. La version, mais quand même. Même si c'est la version Paris-France. Alors, tu te retrouves avec des gars comme Jasper Bratt, c'est bien. Tu as juste besoin de les nommer les deux, là. Ouais. Doughty pour Dvorak. Dans un échange avec Dvorak, ça n'a pas de bon sens, selon moi. Mais selon les stats avancées qui incluaient, en passant, le temps... Parce que moins tu as de temps de jeu, mais meilleur tes lancers au but, tes pourcentages de lancers au but, puis tout ça basé là-dessus, ça donnait une équipe qui avait un meilleur résultat, virtuellement, que l'équipe 2021. Mais pour moi... ça c'est faire abstraction, tu t'en parlais tantôt, baseball abstract, c'est faire abstraction de cette chimie sur la glace puis d'impondérable qu'il y a dans le sport du hockey qu'il n'y a pas nécessairement au baseball. Fait que probablement que Marc Bergevin, cette fois-là, a écouté son statistique avancé pour donner un choix de premier tour et de deuxième tour pour Dvorak. C'est intéressant ce que tu dis là, Mathias, parce que Dvorak, moi je me rappelle, quand il est venu à Montréal avant ça, avait une bonne réputation dans la Ligue. Mais nous, ce qu'on a vu à Montréal, puis des fois, tu n'es pas dans la bonne chaise.
Des fois, là, tu n'es pas à bonne place dans une équipe. Je regarde là Kulak avec les Oilers. C'est beaucoup plus concluant avec les Oilers que ce l'était avec Montréal. Mais peut-être qu'on ne lui donnait pas les mêmes responsabilités. Peut-être qu'on ne le mettait pas en confiance. C'est pas parfait, Kulak, là. Non. Mais ce que je te dis, c'est que des fois, un joueur dans une organisation donnée donne des meilleurs résultats que dans l'autre. C'est comme Ryan Graves. Quand il était au Colorado, je pense qu'il avait des bonnes stats avancées, puis là, on l'a porté au nu. Là. Oui, et il y a eu le gros contrat au New Jersey. Ouais. Puis ça a été, c'est difficile. Très ordinaire. C'est difficile. Fait que, tu sais, il y en a qui vont continuer à te dire, puis qui vont affirmer bec et ongle que les stats avancées, c'est un outil excessivement important. Moi, je me range un peu plus du côté de Simon Saint, aussi catégorique. Ouais. Moi, j'aime voir l'intelligence du joueur, sa vision. C'est ce que j'aime voir. Puis j'aime beaucoup aussi voir quelque chose qui ne ment pas le hockey 2.0, c'est les batailles contre eux. Moi, tu me donnes directeur gérant d'une équipe demain matin. La première chose que je fais, le département des stats avancés, tout le monde est dehors sauf une personne. Je garderai un consultant, si on peut dire. Alors, je dirai au propriétaire, vous venez de sauver beaucoup d'argent en passant. Et cette personne-là, je lui donnerai des missions. Mettons, d'aller vérifier certaines choses. Tu sais, comme je parlais tout à l'heure dans le podcast, le nombre de joueurs de la WHL qui sont dans le top 30 des défenseurs. Ouais. Et les autres statistiques avancées, comme le pourcentage de lance au but, le pourcentage de réussite, ça, j'accorde beaucoup d'importance à ça. Les batailles gagnées, ces trucs-là, c'est des statistiques qui sont très, très faciles à avoir de façon, là... tu n'as pas besoin d'une équipe dans ton bureau pour le faire, là. L'autre outil au repêchage, là, c'est quand même les pourcentages de réussite pour les choix de deuxième tour, de troisième tour. Tu as besoin d'une personne pour te faire ces recherches-là. Oui, mais là, pas un département de 25. Bon, ça te donne quoi, un 61e choix? Oui. Il y a combien de fois dans les 30 dernières années que ça a rapporté quelque chose? Mais et là, après, tu peux faire tes échanges. Je veux surtout voir, ça a été qui les 10 choix suivants? Ouais. Entre 61 et 70. Parce que des fois, le 61, il ne peut jamais être bon. Et qui choisissait? Mais peut-être, oui, et le 62, il est peut-être toujours bon. Ouais. Alors, tu sais, mais ça, c'est des genres de stats qui m'intéressent, mais tu n'as pas besoin d'un département de PhD d'université pour remplir tes bureaux avec ça, puis qui vont te coûter des millions de dollars. Parlant d'université, une autre stat qui ne ment pas, avec laquelle je suis d'accord, c'est qu'ils ont découvert, les Aces d'Oakland, que tu étais mieux d'investir dans des joueurs collégiaux que dans les joueurs du secondaire du high school. Parce qu'ils donnent des meilleurs résultats, parce que tu as un plus grand échantillon avec les stats avancés. Mais le plafond est moins élevé. Oui, mais tu as plus de réussite. Ouais. Et en 2002, ils ont repêché 13 joueurs avec les stats avancées. Seulement 2 joueurs ont une carrière dans la Ligue. Voilà, il faut faire attention. Attention. Parce que les stats avancées, moi, j'y crois dans le baseball majeur, mais j'y crois pas dans le collégial et le high school parce que le niveau de compétition est tellement disparate. Écoute, t'as des gars là-dedans dans les high school qui font des lanceurs qui n'ont aucun avenir puis qui vont frapper, qui vont avoir 700 de moyenne. Fait qu'il faut vraiment que... C'est vraiment le eye test. Là. C'est vraiment l'œil qui va te faire recruter. Donc, les stats avancées dans la MHL... Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Écoute, Éric, merci beaucoup. Merci à vous, les gars. C'est une autre conversation hyper stimulante. Et ça conclut, d'ailleurs, notre épisode numéro 19. Monsieur Pag? Hey, merci, les gars. Toujours là? Ben oui. Yes. Simon? Éric? Merci. À la semaine prochaine. You win. Processus. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert.